Oui, je vois un profil. Le profil, c'est qu'au moment opportun, on avisera. Ça, c'est ce qu'il partage le plus Qui ne comme veut rien discours. dire. Justement, c'est le profil que nous avons, c'est-à-dire le néant. Le profil des espoirs, toujours tourné vers un lendemain prétendument meilleur, ou des cartes aux mains d'une aristocratie peut-être qui, au moment opportun, va les rabattre. Mais entre-temps, pour être moins cynique, je dirais que nous voyons dans les partis traditionnels, régulièrement enregistrés, les plus en vue, c'est-à-dire selon moi, ceux qui sont en des mandats représentatifs, notamment à l'Assemblée nationale, dans les communes, pour citer nommément l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, les démocrates. Dans ces grands partis, rien ne fuit encore. On ne voit pas de profil. Quelques manchettes pour titiller les appétits dans la presse écrite par endroits, mais un jour sur 1000 peut-être. Pour dire en fait que c'est un sujet tabou, je ne suis peut-être pas en besogne en le disant. Le candidat ou les duos de candidature ou les tickets à la présidentielle prochaine sont encore un bon tabou. Alors, j'ai entendu aristocratie, il y a la réforme du système partisan. Nous y sommes, ça fait une équation, hein. On va essayer de la résoudre au cours de cette émission. Et quand vous parlez, je me rends compte que ce qui se passe au sein de la mouvance présidentielle se passe également au sein de l'opposition, la langue de bois. Alors, je vais être un peu incisif avec vous, Antoine Adoukonou, vous qui êtes du bloc républicain, où sont vos candidats? Où sont nos candidats? Bon, nos candidats, ils sont dans les partis. Ça va venir. Mais pour le moment, on n'en sait rien. Puisque vous savez que les conditions aujourd'hui pour être candidat, conformément à l'article 132 du Code électoral, c'est pas facile. C'est pas facile parce que vous devez regrouper un certain nombre de parrains. D'accord? 15% du corps de parrainage constitué de 77 maires et 109 députés. Tout calcul fait, vous devez avoir 28 parrains. D'accord? Bon, ou soit vous faites un accord de gouvernance où les partis à l'accord peuvent, disons, parrainer un membre de ces partis. Et ça se cuisine encore. Il faut noter encore que les parrains doivent provenir de 3/5 des circonscriptions électorales législatives. C'est-à-dire quand vous réunissez toutes ces conditions, il n'est pas donné à n'importe qui de dire que je vais être candidat puisque le candidat doit être désigné par le parti dont il provient, d'accord, dont il provient, ou un membre de ce parti. Et il réunit toutes ces conditions. Donc, ça a besoin beaucoup de tractations internes avant que vraiment ça ne commence pas à s'afficher. Moi, j'ai l'impression que c'est au vu de toutes ces difficultés que on ne peut pas se retrouver comme dans le cas d'avant la réforme où, bon, je peux débarquer de Paris un jour, venir poser ma candidature et retourner si ça ne marchait pas. Ça ne peut plus être le cas puisque les conditions pour être candidat sont vraiment corsées. Vous êtes dans le respect du système partisan? Oui, c'est-à-dire, en fait, les tests en sont pour beaucoup puisque la difficulté aujourd'hui pour avoir les parrains peut freiner. Vous avez dit difficulté. Oui. Le système vous pèse au sein des formations politiques? Non, c'est pas que ça pèse. Mais je vous ai cité les conditions tout à l'heure. Si vous devez être candidat aujourd'hui, soit vous êtes désigné par votre parti, ou bien vous êtes dans un membre du parti, mais vous devez réunir les conditions que je vous ai citées tout à l'heure, avoir au moins 28 parrains provenant de 3/5 des circonscriptions législatives. Et vous savez que les politiciens, ils en ont plus d'un tout dans leur sac. C'est pas facile d'en arriver là. Et c'est la réforme du système partisan?
Oui, Oui, non. d'accord, on revient là-dessus. Non, Lamine Cissé, je quand vous vous dites reviens, la réforme monsieur du système partisan, Adokonou. c'est comme si on a fait quelque chose à l'improviste, non. On a été quand même dans un processus où tout le monde a été d'accord que il faut revoir quand même la forme initiale où rien ça allait dans tous les sens. On a revu. D'accord, on a revu. Et on a une situation qui est là, qui est pas à faire puisque c'est des tests. Donc, on a revu, il faut revoir. C'est possible puisque c'est des tests. Voilà. Alors, on va revenir sur ce débat intéressant. Lamine Cissé, nous sommes dans le jeu démocratique. Et il est aussi de bon ton que les citoyens arrivent à se familiariser avec les visages de ceux qui vont les diriger demain. Dans le cas béninois, est-ce que nous sommes en retard ou pas? Oui, merci beaucoup. Je crois que je peux en parler très aisément, d'autant plus que depuis 1987, je suis dans ce pays. Depuis 1987, j'ai été acteur de la conférence nationale des forces vives de la nation auprès de son Excellence, Feu Mathieu Kérékou. Donc, je connais l'évolution historique de la politique béninoise. Nous en avons pris comme modèle, puisque nous nous réjouissons du sursaut patriotique du peuple béninois. À un moment donné, on part de gouvernement président à 3 têtes, on vient vers la révolution avec l'Assemblée nationale révolutionnaire, et on va vers la conférence nationale des forces vives de la nation qui a instauré le multipartisme intégral, la démocratie. C'est du renouveau dont vous parlez. Et nous avons été acteurs en regardant, en suivant, en étant fiers de voir que les moments d'élection étaient des moments de fête, de symbiose, de collaboration. Les peuples participaient, c'était beau. La démocratie était de la joie. Quand même, de voir ça, de voir les drapeaux, les différents partis politiques sans animosité. Mais on tombe dans ce que vous appelez le système partisan. Moi, ma question fondamentale, dans l'expérience du système partisan, nous avons comme l'impression que le goulot d'étranglement que notre vis-à-vis est en train de d'énumérer, lui, il parle que ce sont les conditions. Moi, non, je parle des obstacles à candidater. Est-ce qu'on est, du point de vue démocratique, le peuple a son choix, ou bien c'est les élites qui font leur choix? Je crois que c'est ça qu'il faut voir de fond en comble pour voir les défis, n'est-ce pas, du système partisan. Exactement. Et aller vers la proposition de solutions, parce que nul n'est parfait par ailleurs. Mais nous avons vu les vécus, le processus. Est-ce que ce qui était là était mieux que ce qui se passe maintenant? Parce que lui, notre frère devant nous, il a toute une difficulté de savoir qui va être candidat, qui peut être candidat, parce qu'il y a des obstacles énormes à être candidat. Et maintenant, le système partisan est un système qui est contrôlé par le pouvoir, ou bien c'est un système qui est contrôlé par le peuple béninois. Toute la différence est là. Une question que vous vous posez, vous semblez bien sûr nostalgique du passé démocratique. Non, pas à partir de, pas 1990. Pas nostalgique, mais je salue la prouesse. Parce que, tu vois, le peuple béninois est un peuple qui est créatif, qui crée. Mais il faut qu'il crée dans une condition de liberté, pas dans une condition d'oppression. Okay? Moi, je viens de créer la révolution chez moi au Sénégal. Donc, on va fera les comparaisons des... Exactement. Voilà. Alors, éloge Francis Attadé, c'est vrai qu'avec Lamine Cissé, on a pu remonter le temps. Cette euphorie née après la conférence de 1990. Je vais le faire davantage avec vous, vous qui êtes historien. Quand on voit les différents scrutins présidentiels, avant la réforme du système partisan, quand on les interroge, est-ce qu'on peut dire qu'avec ce système partisan, des ambitions politiques sont étouffées?
Je crois qu'il faut d'abord saluer l'intervention de l'ami Cissé, qui est un ami personnel, qui a bien fait de dire qu'il n'est pas nostalgique. Mais au contraire, il salue la dynamique créative du Bénin. Nous innovons. Du peuple béninois. Du peuple béninois. Nous innovons. Et puis, il faut saluer cette innovation. Vous savez qu'un véhicule à boîte neuve, après un certain nombre de kilométrages, il faut faire la vidange. Nous sommes en train de faire la vidange au niveau de la démocratie à travers un certain nombre de réformes qui sont courageuses. Certaines d'entre elles sont contestées. Or, le peuple est sensible, en fait, aux processus électoraux transparents, mais aussi à l'inclusivité. Vous devez constater que 90, c'est nous qui avions, le premier en Afrique, inauguré l'ère du renouveau démocratique à la faveur des assises, la conférence nationale. Ça a duré une semaine. Au Togo, ça a pris plusieurs mois. Au Zaïre d'hier, du Congo, ça a pris plusieurs mois. Mais le Bénin a innové et nous sommes devenus, je crois, un des baromètres des grands changements intervenus sur le continent africain en termes de démocratie. Au point qu'avec fierté, on dit que le Bénin est un laboratoire de la démocratie. On a fait du chemin. Maintenant, il se pose un certain nombre de problèmes. Vous savez que nous avons un grand rendez-vous électoral. C'est-à-dire le plus grand exercice électoral, c'est pour 2026, les élections générales. Mais le Bénin surprend toujours. Nous ne sommes pas un pays atypique. Il y a des pays de grande démocratie qu'on ne cite presque pas, mais qui ont aussi de grands rendez-vous électoraux pour très bientôt. Nous surprenons à la fin. Mais est-ce que, avec la réforme du système partisan, on n'aurait pas mieux fait d'avoir une surprise planifiée, si je peux le dire ainsi? Je crois qu'il faut dire qu'en fait, en politique, il y a les acteurs qui jouent. Et la politique, c'est un parcours initiatique. On ne vient pas en politique accidentellement. Il n'y a pas de génération spontanée. Or, on a connu, quand on interroge l'as de l'histoire, on a connu plusieurs générations spontanées. Aujourd'hui, on a compris qu'il faut avoir fait les actes. Parce que celui qui est là, le président Talon, n'était pas un acteur politique, mais il est resté dans les sérails politiques. Il a beaucoup joué. Il a influencé le dispositif. Et il a côtoyé les acteurs politiques. Il a appris des politiciens. Et aujourd'hui, une fois dans le fauteuil présidentiel, il essaie de corriger ce qui est corrigible. C'est vrai que dans une démocratie normale, vous savez que les élections tenues à bonne date et l'alternance sont les mamelles nourricières de cette démocratie. Et il est normal que le peuple sache qui doit présider en fait aux destinées, qui doit gérer les affaires publiques. Les conditions créées aujourd'hui imposent que ceux qui aspirent à diriger l'État aient un leadership et des appuis politiques sur l'étendue du territoire afin de répondre aux critères de représentativité, mais aussi d'aider à régler les attentes légitimes de la population. Il faut prendre tout son temps. Oui, mais écoutez, parce que les partis politiques sont devenus des acteurs de la gouvernance, mais aussi du développement du pays. Et pour ce faire, c'est les partis qui doivent désigner ceux qui doivent aller aux commandes des affaires publiques. Maintenant, quand le parti désigne, le parti soumet la liste de candidats à la ratification populaire. C'est le peuple maintenant qui donne son approbation à ceux qui doivent diriger. Maintenant, si les partis ont des difficultés à choisir, là, c'est un autre problème. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème de leadership au sein des partis politiques. Un parti naît pour conquérir et exercer le pouvoir d'État. Or, est-ce que les partis sont suffisamment conscients de leur mission? Est-ce que les acteurs qui animent ces partis politiques ont conscience qu'ils sont appelés à animer la vie publique au niveau de plusieurs instances? Est-ce qu'ils ont conscience du pouvoir décisionnel des partis politiques dans la gouvernance de l'État? Vous avez parlé de générations spontanées qui sont succédées à la tête de l'État, mais avec la réforme du système partisan, on a eu le temps, on a pris tout le temps quand même. On a dû même à un moment donné toiletter. Donc on ne s'est pas levé du jour au lendemain et on semble tâtonner encore. Non mais écoutez, c'est parce qu'il y a eu un débat qui crée la psychose au sein de la population. Et ce débat, en vrai, ne devait pas avoir lieu parce que ça salit, en fait. Ce débat salit le Bénin. Pourquoi? Vous savez que le 5 mars 2024, au moment où les parlementaires ont adopté le nouveau test qui doit régir les élections, mais tous les députés, membres des partis représentés au pouvoir, en fait, au Parlement, étaient présents. Et vous savez que dans un vote, c'est l'opinion majoritaire qui exprime la volonté de l'institution. Le vote a eu lieu
Les parlementaires ont adopté la loi. Le chef de l'État était habilité à approuver cette loi sans passer par le moule de contrôle de Constitution. Cependant, il a soumis ce test. Le jeu démocratique s'est joué. Est-ce aux grandes dames du consensus? Ça, c'est une autre question sur laquelle nous allons revenir. Il y a eu la transparence dans le processus électoral. On a vu des députés qui ont boycotté. Non, mais écoutez, non, je parle du code électoral. Parce que ce code a été amendé. Contrairement au test constitutionnel qui a été rejeté. Le code a été amendé et vous avez vu qu'on a revu au rabais la caution. Et c'est venu, par exemple, c'est une proposition du parti de l'opposition. Le jeu démocratique a rayé. Maintenant, il s'est fait que au Parlement, il y a eu une majorité qui a eu la victoire sur une minorité. Mais écoutez, en France, le président Macron ne gère qu'avec 30% de parler au Parlement. Et pourtant, il n'y a pas de problème. Même s'ils ont des crises, ils s'en sortent. Bien. Allons dans le vif du sujet, chers invités. Tout de suite, quels sont les défis du système partisan aujourd'hui, William Cléquant, à l'aune de ces élections générales, à l'aune de la présidentielle? Justement, élection générale, oui, mais présidentielle, parce que c'est le point d'orgue, c'est ce qui suscite le plus les passions. Vous savez, je me dis que quand on interroge notre histoire, on n'a pas forcément tout le temps dessiné très tôt les candidats à la veille ou à l'avant-veille des scrutins, depuis que nous sommes dans le renouveau démocratique, pour avoir un appétit particulier maintenant que nous avons un système partisan dit réformé. En fait, vous savez, il y a des saisons où c'était une floraison de débat, comme Komikucheki en mai 2015 perd les élections à la présidence de l'Assemblée nationale, mais déjà en juin, Boni Yayi fait nommer Lionel Zissou comme Premier ministre, et dans la majorité présidentielle de l'époque, un débat naît déjà sur la succession. Se cristallise autour de M. Zissou. Autour de Zissou, qui était dans un gouvernement avec comme vice-premier ministre un certain François Abiola, présidentiable aussi dans l'appareil qui gouvernait. Là, nous étions, je crois, 9-10 mois de la présidentielle, normalement de mars 2016. Donc, de ce point de vue, par exemple, aujourd'hui que nous sommes à 1 an et demi, on dirait que dans un même délai, il n'y avait pas encore autant de débats. Mais j'avoue, et je reconnais qu'à l'époque, il y avait déjà des candidatures avouées, comme Victor Tokpanou et autres, parce que, contrairement à l'atmosphère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, les candidatures indépendantes étaient possibles. Aujourd'hui, le débat se cristallise autour des formations politiques parce elles sont les Manitou, elles ont la main elles sont les seules, les formations politiques sont les seules aujourd'hui qui décident des cartes, et pas n'importe lesquelles. Les formations politiques pouvant donner des parrainages, soit de maires ou de députés, et donc le débat se fait autour de 3, sinon 4 formations politiques étant présentes dans les mairies et à l'Assemblée nationale, donc notamment les démocrates, FCBE dans une certaine mesure, Union progressiste ou le renouveau et Bloc républicain. Ça, c'est dans le premier point de vue. Deuxièmement, il y a aussi que le débat aujourd'hui va se jouer dans les partis politiques dont nous connaissons déjà la culture de choix des candidatures dans le parcours qui est le nôtre dans le système démocratique. Il y a comme une petite amnésie si on oubliait que même à la Sénat, des dossiers de candidature étaient revus pour les législatives. On oublierait ou on perdrait un peu de mémoire sans savoir qu'il y a beaucoup de frustrations qui naissent au lendemain des listes définitives de candidatures retenues, ne serait-ce que pour les législatives. Et au nom de cela, si c'est ce mécanisme interne des partis politiques, j'ai lu les textes des démocrates, des textes de 2020, je ne sais pas s'ils sont revus, du Bloc républicain de 2018, en temps, je sais que ces textes, eux, ont été revus, mais sans grand changement. Union progressiste, je n'ai pas pu lire, mais je n'ai jamais vu dans aucun des textes des primaires prévues. Vous savez, le jour où Biden a été élu aux États-Unis en 2020, ce même jour, déjà, le débat a commencé sur le nombre de mandats qu'il ferait. Le jour où il a écrit sur Twitter qu'il se rétractait, il publie le communiqué qu'il a. Ce même jour, le débat a commencé, des jours avant la Convention démocrate, sur qui venait à sa succession. Édouard Philippe, le jour où il a quitté le gouvernement, le premier gouvernement de France, en France, le premier gouvernement de Macron, ce jour-là même, le débat a commencé sur la présidentiabilité, si ça existe, d'Édouard Philippe. En fait, les grandes démocraties nous ont habitués à ne pas avoir des outsiders pour deux choses. Les partis en eux-mêmes ont des projets de société construits et connus
personne n'a réinventé la roue. Maintenant, au sein du parti, il y a des mécanismes d'influence, de charisme, de crédit populaire qui permettent aux gens de se vendre meilleurs artisans, puis pouvant vendre ce projet de société et le concrétiser dans la vie. Mais chez nous... Des enjeux qui vont au-delà d'un simple choix d'un président d'un parti politique. Alors que quand vous découvrez, et j'en finis là, Fortune, quand vous découvrez les textes de nos partis, si ce n'est pas une coordination nationale chez le Parti Les Démocrates, qui a 3 mois du début de la campagne électorale, sachant que la campagne électorale ne commence que 2 semaines avant le jour du scrutin, c'est-à-dire un peu moins de 4 mois avant le scrutin, c'est dans cette période que, par exemple, selon les démocrates, il faut choisir par une certaine coordination nationale, donc un petit groupe, pareil au niveau des autres formations politiques. Si ce n'est pas le bureau politique, c'est le bureau exécutif national. Bref, il y a des organes, des instances qui ont les dernières cartes, ce qui explique que parce que ces instances n'ont pas ouvert le débat, on a envie de connaître des noms, mais ceux qui sortiraient leur tête joueraient peut-être les agités, ou ceux qui se taisent auront l'argument de dire ce n'est pas encore l'instant. Et n'oubliez pas, Patrice Talon a dit... agités, mais pourraient être bannis parce que Patrice Talon a justement dit que sa succession, le débat s'ouvrirait à 6 mois de son départ. Absolument. Alors, on va revenir justement sur la question de l'aristocratie, la question des choix à l'interne. C'est moi qui l'ai qualifié l'aristocratie. Choix démocratique, parce que lorsque vous évoquez, par exemple, la volonté du président de la République d'ouvrir le débat à 6 mois de l'élection, de ces élections générales, on peut de l'autre côté regarder également au prisme d'un ancien président, Boni Yayi, qui pourrait aussi avoir sa carte à jouer au sein du Parti Les Démocrates. Antoine Adoukonou, comment est-ce que vous vivez ces défis à l'interne? Non, je pense que avoir les interventions des uns et des autres, bon, j'ai l'impression qu'on est en train d'évaluer en fait le système qui est mis en place. Mais en réalité, le débat, ce n'est pas l'évaluation. Le débat, c'est de voir pourquoi jusqu'à maintenant, on n'a pas de nom, on ne voit pas la fièvre électorale venir. Donc, mon intervention n'est pas allée dans le sens d'une évaluation. Je n'ai pas évalué, mais je fais constater que l'environnement juridique qui prévoit actuellement peut paraître un frein par rapport aux situations antérieures. Vous savez, bien avant la réforme, nous étions à 278 partis politiques régulièrement enregistrés au ministère de l'Intérieur, avant la réforme. D'accord? Ça veut dire qu'avant la réforme, ces partis avaient leur statut juridique et chacun pouvait crier dans tous les sens. Et on pouvait entendre que les gens crient, parce que les élections viennent. Mais lorsqu'on a fait la réforme, on est à peine à 15 partis actuellement au ministère de l'Intérieur. D'accord? Ça veut dire que le grand nombre s'est mué dans de grands ensembles et sont tenus à la discipline du groupe. À la discipline du groupe. D'accord? Donc, c'est un effet qui permet de ne pas entendre des tohu ou bohu partout. D'accord? Ça, c'est un premier élément. Mais au sein des partis aussi, quand nous voyons tout ce qu'il y a autour de l'élection du président de la République, surtout en termes de parrainage, vous ne pouvez, parce que même si au sein des partis, vous avez des ambitions, puisque vous devez collaborer avec d'autres pour avoir le parrainage. Et en politique, ce n'est pas facile de soulever un maire, de soulever un député. D'accord? Donc, si vous voyez tout cet environnement, vous comprendrez que on aura beaucoup plus à cuisiner en interne sur la durée que d'apparaître aussitôt. C'est normal. Tout en pêchant sur la grande animation de la vie politique. Non, je dis que nous ne sommes pas le débat. Je ne suis pas en train d'évaluer. Parce que, par exemple, je suppose, si les tests
avait autorisé, par exemple, des primaires dans les partis. C'est-à-dire si la réforme, par exemple, était allée dans le sens d'instaurer des primaires dans les partis, certainement qu'on serait dans cette fief électorale actuellement en train de parler des primaires. Donc, les tests n'ayant pas parlé, on ne peut pas en faire autrement. Donc, les tests que nous avons actuellement, est-ce que pour avoir des parents aujourd'hui, c'est de dire que je suis candidat? Non. Vous savez que des noms sont cités pêle-mêle. Mais ces noms, on les cite, mais personne ne cite les parrains. D'accord? Vous avez entendu Olivier Bokor, vous avez entendu Wadayi, vous avez entendu Djogbenou, etc., etc. Mais est-ce que vous avez pu entendre leurs parrains? C'est ça le grand problème. Ça veut dire que si le problème du parrainage n'est pas réglé, le problème des candidatures n'est rien. Donc, quand on vous entend, oui. Antoine Adoukonou, on a l'impression que vous vivez ça comme une contrainte, en fait. Non, dire que bon, je dirais que nous avons fait des tests. Et les tests nous accompagnent. Demain, on va évaluer. Même ceux qui ont pris les tests vont évaluer. Vous savez qu'il y a des tendances aujourd'hui qui parlent de la modification, de la relecture du code électoral. Les tests vous accompagnent ou ils vous étouffent? Non, bon, utilisez le mot que vous voulez. Non, mais justement, ce qui est sûr, non, le mot juste. Non, vous êtes à l'interne, vous faites des que, débats. Vous savez, entre moi je politiques. ne dirais pas que les tests nous étouffent. Dans ma position d'acteur politique qui vit la réalité des choses, je peux d'abord faire constater que nous sommes partis des hypothèses pour en arriver aux tests. Nous n'avons pas élaboré les tests ex nihilo. Nous avons dit qu'il faut marquer la suprématie des partis politiques dans l'arène politique. Parce que nous sommes pas dit non plus que les partis politiques vont se taire. Non, le fait de mettre les tests pour Ils donner... vont perdre l'habitude d'animer la vie publique, la vie politique à tout instant. Non, ce que je voudrais dire, les tests que nous avons faits là, pour que ce soit les partis qui soient, disons, visiblement forts, puisque c'est eux qui ont les parrains, nous ne les avons pas faits ex nihilo. C'est parce qu'on a décidé de dire que les candidatures qui sortent en dehors, puisque tout le temps on constate que ceux qui prennent le pouvoir, en fait, ne sont pas des partis politiques, ne proviennent pas des partis politiques, mais que c'est les partis politiques qui les soutiennent. Et dès que ces gens sont élus, ils créent leur staff politique et tout s'effrite et on recommence. Donc, on a souhaité que non, désormais, il faut donner la main aux partis pour que les candidats proviennent des partis, pour que les partis, une fois que ces candidats sont élus, puissent survivre à leur élection. Au fait, c'est la logique. Il faut donner la main aux partis. Oui. On va revenir sur cette question. Lamine Cissé, entre autres défis, j'ai entendu candidature indépendante, ce que ne prévoit pas notre système partisan. Ça semble vous faire rire? Oui, mais je vous... Et l'absence que notait tout à l'heure M. Adoukonou des primaires au sein des grands ensembles. Non, je voudrais vraiment saluer son courage, parce qu'il a tout fait, il n'a pas pu... il est allé vers la vérité. Malgré... il a voulu, n'est-ce pas, magnifier, mais la vérité sort. Parce que lui, il n'a fait qu'énumérer les faiblesses du système partisan. Énumérer les faiblesses ne veut pas dire qu'on évalue. Mais l'évaluation est de fait. Parce que le système partisan a été testé sur le terrain. Quel est le résultat? Le peuple a évalué. Les acteurs politiques ont évalué. Nous sommes d'accord que, moi-même, dans mes communications antérieures, je disais que le multipartisme intégral, il faut l'encadrer. Parce qu'au Sénégal, il y a plus de 300, presque 400 partis politiques. Mais ces partis politiques-là ne participent pas à la vie. Mais ils peuvent se constituer, on a une coalition de 150 partis politiques, de 50 partis politiques qui n'ont aucune activité sur le terrain. Il faut rationaliser, je suis d'accord. Mais il faut rationaliser de telle sorte que la rationalisation soit meilleure que ce qui était là.
Mais il ne faut pas rationaliser dans le cadre, dans le cadre d'un... vous avez parlé de parrainage. Hein? Parrainage, quand vous dites je sautille un peu quand j'entends parrainage. Ça vous fait penser au Sénégal. Nous avons commencé le parrainage bien avant le Bénin. Mais notre parrainage, c'était un coup d'État institutionnel et constitutionnel qui enlève le pouvoir au peuple, qui ne permet pas aux partis politiques de participer et de pouvoir faire le filtre pour que le candidat qui est au pouvoir gagne. C'est ce parrainage-là que nous avons expérimenté au Sénégal. Est-ce à dire que c'est bon pour la démocratie? Alors moi je dis un système dans lequel vous qui êtes devant moi, vous ne pouvez pas être candidat, même si vous le voulez. Mais le système là est exclusif. Vous allez au Ghana par exemple, car Jerry Rawlings qui a pris les armes pendant plus de 10 ans pour gouverner le pays, est allé dans la transparence à la démocratie. C'est par là où on a commencé les urnes transparentes. Là, j'étais au Ghana. J'ai suivi cette évolution-là. Ce monsieur, avec la classe politique, d'une façon transparente et claire, ils ont élaboré les constitutions, le code électoral, consensuel, large consensus. Mais les résultats des élections, c'est sans embâche. Dès les résultats, c'est l'opposition en entier qui ont félicité Rawlings pour lui dire tu as raison. Depuis lors, le système électoral est contrôlé par le peuple ghanéen, pas par un système mis en place pour opérer des coups d'État constitutionnels et institutionnels. C'est ça notre problème, nous, à notre niveau, en tant que démocrates et société civile. C'est au Ghana, plus de 2 fois, un candidat n'a pas pu faire 2 mandats. Il fait 5, le peuple te débarque. Tu fais pas, le peuple te débarque parce que le peuple contrôle le système. Mais le système partisan, le peuple ne le contrôle pas. C'est le sommet qui contrôle. Et ça devient un système élitiste. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas. Si tu n'es pas dans une coalition, même dans ces coalitions-là, il y a un combat terrible entre les partisans. La démocratie ne va pas prévaloir. C'est un problème. Donc c'est pourquoi ce diagnostic-là, on le fait. C'est pour rejoindre un peu, nous avons vu le clergé, nous avons vu les acteurs qui se lèvent pour dire qu'il faut changer ce code-là. C'est chrysogène. Donc on avertit déjà, attention, parce que quand vous faites les lois, il faut faire les lois qui soient pérennes, qui soient là pour le peuple, pas des lois circonstancielles. Il faut faire des lois structurelles la Constitution des États-Unis d'Amérique, même si ce n'est pas parfait, mais c'est centenaire ça. On ne change pas quand on veut changer. Mais quand on change, il faut que le changement soit un fondement pour le peuple, pas pour soi, pas pour ses partisans. Moi, je crois que notre inquiétude se trouve à ce niveau-là. Parce que nous avons constaté que pour être candidat, même être député à l'Assemblée nationale, la candidature libre n'existe plus. Moi, je souhaiterais avoir dans un pays où un paysan va se lever pour dire je veux être député à l'Assemblée nationale et laisser le peuple choisir